Lionel Bélanger. Alors, merci d'avoir accepté cette intervention et cette interview dans le cadre d'Inspiration Soft Skills. Alors, Lionel Bélanger, vous êtes président de la société IBEL, qui est une société qui est spécialisée dans les conférences et dans le coaching de dirigeants. Vous êtes également formateur, auteur d'un nombre, j'ai envie de dire, incalculable d'ouvrages sur des thématiques très variés, comme la persuasion, la négociation, la confiance en soi et l'écoute. Vous êtes aussi maître en art du questionnement et auteur d'un ouvrage de référence justement sur l'art du questionnement. C'est dans ce cadre-là que je vous ai demandé si vous accepteriez cette interview, donc dans le cadre d'Inspiration Soft Skills. Donc, merci d'avoir accepté, en tout cas, de cet échange aujourd'hui. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au questionnement, justement, dans votre vie personnelle ou professionnelle? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré sur cette thématique? Écoutez, j'y suis entré, il y a eu deux déclics. Un premier déclic qui a été les études de philosophie. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure de philosophie, Christine Glucksmann, Bussier-Glucksmann, au lycée Lacanal, en Hippocagne et en Cagne, qui nous a alertés sur une branche de la philosophie à part entière qui était la maïotique, c'est-à-dire l'art de poser les questions, l'art très socratique de poser les questions. Ça a été vraiment ma première rencontre intéressante avec le questionnement. Maïotique, dans la mythologie grecque, c'est la personnalité de Maïa qui supervisait les accouchements. Et dans l'idée de questionner, il y a l'idée non pas seulement de dire, mais de faire dire. Toute la rhétorique est plus centrée sur le dire, sur l'expression. Et j'ai découvert au passage que le questionnement, c'était l'art de faire dire, c'est-à-dire de créer l'interaction, d'aller chercher l'interlocuteur, de partager avec l'interlocuteur. Et cette dimension de la maïotique, là, en ce sens, m'a plu. J'ai compris que c'était une technique pédagogique, que c'était au cœur même des problématiques de pédagogie active, puisque l'art de questionner, c'est pas seulement l'art de dire, mais c'est l'art de faire dire, justement, de partager ensemble un certain nombre d'éléments et de clarifier aussi. Par exemple, dans la maïotique, il y a l'idée de faire en sorte que ce qui est confus devienne plus clair. Donc, ayant une vocation à aller dans l'enseignement, j'ai senti que là, il y avait véritablement une ressource tout à fait extraordinaire à développer. C'est au cœur des comportements de l'enseignant, d'une certaine patience, d'une certaine empathie, d'un partage avec les élèves. Et donc, j'ai trouvé là quelque chose d'essentiel. Le deuxième déclic, c'est après avoir enseigné dans un lycée, j'ai basculé dans la formation pour adultes. Et en particulier, je me suis intéressé très, très tôt aux pratiques de négociation. Et là, j'ai découvert dans la négociation qu'il était toujours question d'argumentation, de convaincre, de chercher à persuader l'interlocuteur, d'avoir des tactiques qui mènent à un accord final. Et j'ai constaté au passage que la part du questionnement était malencontreusement assez réduite. J'avais moi-même assez tôt écrit un que sais-je sur la négociation, qu'on est aujourd'hui à sa 11e édition, et que j'ai largement corrigé depuis d'ailleurs, parce que la part accordée au questionnement était vraiment très restreinte, très, très, très restreinte. Or, j'ai découvert, chemin faisant, qu'en côtoyant des gens ayant une bonne expérience de la négociation, on s'apercevait que les gens qui avaient plutôt une bonne réussite, une bonne efficacité en négociation, étaient des gens, effectivement, qui accordaient au questionnement une part importante, peut-être aussi importante d'ailleurs qu'à l'argumentation. Et c'est là que j'ai découvert cette extraordinaire citation de Talleyrand, qui, en matière de diplomatie, en connaissait un rayon, qui dit Talleyrand, on fait plus avancer une négociation avec une bonne question qu'avec un bon argument. Et là, j'ai vraiment été convaincu que le questionnement, c'était un atout considérable pour le négociateur. Et dans les années 2000, j'ai publié effectivement ce livre auquel vous faisiez référence tout à l'heure, Les techniques de questionnement, qui en est à sa 8e édition et que j'ai beaucoup enrichi et actualisé depuis, qui m'a paru effectivement vraiment une ressource très importante à conseiller aux gens qui font de la négociation. Parce que les gens qui viennent dans les séminaires de négociation, ils viennent surtout avec l'idée d'être plus convaincants. Ils ont tous conscience qu'il y a sûrement matière à améliorer la qualité de l'argumentation, du raisonnement, etc. Et beaucoup moins conscience de l'importance du questionnement. Donc, ça a vraiment été les deux déclics.
La maïotique d'abord dans la philosophie, et puis la place du questionnement dans une pratique comme celle de la négociation. Merci. Et alors, dans le cadre d'inspiration soft skills, on traite des soft skills justement. Alors pour vous, est-ce que le questionnement est une soft skill? Alors, à part entière, à part entière. C'est vrai aujourd'hui, je ne suis pas forcément fanatique d'ailleurs de l'appellation soft skills, aujourd'hui qui s'enrichit avec hard skills. J'ai même découvert assez récemment les math skills, hein, qui sont ces compétences singulières, originales que l'on recherche chez certaines personnes. Mais s'agissant des soft skills, bon, qui a été vite traduit un peu dans la langue française, les compétences psychosociales, qu'on peut traduire en termes soft skills d'habileté, c'est vrai que le questionnement étant au cœur de l'interaction, c'est-à-dire en rapport à la fois avec l'écoute, avec l'expression, la communication avec l'autre, évidemment est au cœur des soft skills. Enfin, puisque ce n'est pas le questionnement qu'on fait vivre l'interaction. La question, c'est une passerelle vers l'autre, c'est une ouverture vers l'autre. Donc, dans les soft skills, incontestablement, une bonne maîtrise du questionnement est un atout tout à fait incontestable. Savoir poser les bonnes questions, savoir les poser de façon pertinente, au bon moment, entretenir l'échange par les questions, c'est incontestablement effectivement une place tout à fait importante dans les soft skills. Comme on dit dans la vie, hein, quand il n'y a plus de questions, bah, on s'en va, quoi. Alors justement, une caractéristique des soft skills, c'est de pouvoir être développé, de pouvoir justement, donc habileté ou aptitude, pardon, pouvoir être développé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir développer cette compétence? Alors, j'aurais tendance à dire peut-être trois choses. Une première qui serait une prise de conscience du rapport étroit entre l'écoute et le questionnement. C'est vrai qu'on les a trop développés de façon partagée. On parle de l'écoute, on travaille sur l'écoute, et puis d'autres travaillent sur le questionnement. Je pense que la première chose, c'est de prendre conscience qu'une bonne qualité d'écoute, une écoute active, c'est une écoute questionnante. C'est une écoute questionnante. Et au sens de Carl Rogers, on peut dire que le questionnement rejoint l'écoute à travers la dimension toute simple et ordinaire de curiosité. Pourquoi le petit enfant pose des questions? Mais c'est parce qu'il est curieux. Et Rogers en témoignait en disant, si vous étiez un peu plus curieux, vous auriez découvert un certain nombre de choses chez votre interlocuteur, plutôt que vous de fracasser ou de chercher à montrer que vous aviez raison, etc. Soyez curieux, redécouvrez cette vertu, en quelque sorte, de la curiosité. Donc, il y a une prise de conscience, là, du rapport étroit entre qualité d'écoute et questionnement. Quand je travaille sur ma qualité d'écoute, en même temps, je travaille sur le questionnement. Donc ça me paraît un élément important. Deuxièmement, c'est de considérer, en dehors du fait donc que le questionnement devient une attitude, une orientation de l'esprit orientée vers l'ouverture et la curiosité vis-à-vis de l'autre, donc c'est une affaire d'attitude et d'état d'esprit, c'est aussi une affaire de technique et d'outillage, parce que les questions, ce sont des outils, et il y a une variété d'outils. Et c'est pour ça que je parle assez volontiers de solfège du questionnement. Moi, j'ai réussi à rassembler à peu près pour que ce soit vraiment une boîte à outils pour les gens utilisables et pratiques, une différenciation entre 6 grands types de questions. Et c'est comme un solfège, c'est le do, ré, mi, sol du questionnement en quelque sorte. Bon, dans le sens commun, les gens ont tous entendu parler, y compris dans les formations aujourd'hui d'ailleurs, des questions fermées, des questions ouvertes. Bon, ça se limite souvent à ça, par exemple. Alors qu'on va beaucoup plus loin. Bon, ne serait-ce déjà que comme quelqu'un qui utilise des outils, il faut les utiliser à bon escient. Il faut trouver le bon tournevis pour dévisser la vis. Et une question fermée, ça n'a pas le même rôle qu'une question ouverte, par exemple. Donc, il y a déjà une prise de conscience, comment je questionne. Comment je questionne. Et travailler sur ce volet outillage. Alors, c'est vrai que dans les formations, les gens sont assez sensibles à ça, parce que c'est un domaine très pratique, très concret. Ils ressortent avec des outils, peuvent expérimenter derrière, et ils peuvent faire de retour après en disant « Ah ouais, c'est super, ça a bien marché, j'ai réussi à aller plus loin avec cette personne-là dans le dialogue, je maîtrise mieux le questionnement. » Ça, c'est le volet très concret, très pratico-pratique du questionnement. Et puis, la troisième chose, j'aurais tendance à dire que le questionnement, si on veut progresser, c'est un domaine de sensibilité, c'est-à-dire écouter un peu la manière dont les gens questionnent,
reprendre un intérêt parfois, je sais que ce n'est pas toujours très agréable, mais par exemple d'écouter des plateaux de télévision, des émissions de radio, d'être sensible aux journalistes qui interviewent, c'est-à-dire d'avoir une sensibilité à l'oreille, de capter en quelque sorte, de s'imprégner de la manière de questionner, d'interroger la manière de questionner. Et au passage, d'ailleurs, c'est humain, c'est la vie, je ne condamne rien en disant ça, le meilleur côtoie le pire. Il y a d'excellents intervieweurs, on est confronté parfois à ça arrive, des plateaux de télévision avec 4, 5 ou 6 experts autour de la table, et un animateur qui se débrouille bien, qui arrive à bien faire vivre, qui arrive à bien questionner. Et en même temps aussi, malheureusement, des fiascos, c'est-à-dire des choses très inintéressantes, très désagréables, qui tournent en boucle, qui n'avancent pas, qui vont dans le conflit, etc. Et c'est là qu'on voit que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Voilà, c'est comme faire une omelette ou casser des œufs, c'est pas facile. Il y a des moments, ça marche pas. Ça marche pas. Mais il y a des gens qui ont une réputation de bons intervieweurs. J'ai eu affaire à 2 médecins dans ma vie personnelle. Bon, j'ai souvenir qu'il y en a un qui est largement meilleur questionneur que l'autre, par exemple. Largement, je ne lui ai jamais dit, mais incontestablement, je le ressens. C'est quelqu'un qui va plus loin, qui est plus proche, qui vous fait réfléchir. C'est ça le questionnement. Et ça évolue, par exemple, dans le domaine commercial. Je parlais de négociation tout à l'heure. Il y a des acheteurs professionnels qui nous en ont parlé dans les stages. Ils nous disent, par exemple, j'ai reçu ces 2 vendeurs-là d'une nouvelle société qui s'est créée, etc. Je les ai gardés 40 minutes dans mon bureau et je leur ai dit qu'on allait se revoir. Et pourquoi on allait se revoir? Parce qu'ils nous ont posé des questions que jusqu'à maintenant, on ne s'était pas posées. Ils nous ont fait progresser. Ce n'est pas l'argumentaire sur leurs services ou leurs produits qui nous a intéressés, mais ce sont les questions qu'ils nous ont posées. On n'avait pas vu les choses comme ça, on ne se laissait pas poser comme ça. Et là, on se dit, ces gens-là, alors je vais peut-être déranger un mot qui choque là, mais ils apportent une intelligence dans le dialogue. Et l'intelligence, elle se mesure à l'aune de la qualité, de la pertinence des questions qui sont posées. Donc, c'est intéressant parce que on en arrive à l'idée en disant ça que l'efficacité, la pertinence du commercial, par exemple, c'est sa puissance de questionnement. Si on voulait élargir ces modes de questionnement au jour le jour, comment pourrait-on fonctionner? Élargir un petit peu son champ de questionnement, peut-être grâce au solfège dont vous parliez précédemment? Je crois que d'abord, on ne peut progresser en la matière que si, je disais tout à l'heure, c'est le premier déclic, il y a une prise de conscience. Donc, c'est interroger ma manière de questionner. C'est avoir une vigilance par rapport à ça. Alors, une vigilance qui peut se manifester au stade de la préparation d'un entretien, par exemple. Peut-être il y a des choses assez courantes qu'on maîtrise, on n'est pas obligé d'avoir un investissement fort dans une préparation, mais dès l'instant quand même qu'il y a un sujet sérieux, qu'il y a du risque, qu'il y a une prise de décision importante, qu'il y a un échange avec une personne sur des problématiques un petit peu difficiles, vraiment, le travail d'investissement dans la préparation du questionnement est important. Moi, je parle de provision de questions, avoir une provision de questions. C'est-à-dire, sur mon papier, quelles questions je vais poser, parce que je ne crois pas trop quand même qu'on puisse inventer les questions fortes dans l'improvisation, dans le contact avec l'interlocuteur. Il y a une part forcément de travail de préparation pour être justement plus libre après dans l'entretien de laisser venir certaines questions. Donc, c'est un partage des deux. J'ai du mal à opposer toujours méthodologie et spontanéité. Je crois que les deux vont de pair. Quelqu'un qui prépare avec une certaine rigueur s'autorise après plus facilement à sentir les questions qu'il peut poser. Donc, il y a un travail de préparation. Par exemple, dans certains types d'entretiens difficiles, quand il y a des problématiques conflictuelles ou des choses de genre, ou des résistances prévisibles, ne serait-ce que l'ordre des questions. Par exemple, par quelle question commencer? C'est capital, la première question. On peut mettre très mal à l'aise quelqu'un involontairement, alors ou volontairement, on pourra en parler tout à l'heure peut-être, mais la première question, par exemple, elle n'est pas négligeable, loin de là. Comment je vais progresser dans mon questionnement? Comment je vais enchaîner mes questions? C'est vrai dans tout type d'entretien, évaluation, recrutement, l'entretien médical, par exemple, quelle est la première question que le médecin pose, par exemple, hein?
c'est pas négligeable. Hein. Bon, moi, j'ai vu ça, j'en ai fait pas mal des jurys d'examen. Bon, quand on est 3 dans un jury d'examen, qu'il y a un élève qui est en face de nous, là, etc., la première question qu'on pose, ben, elle n'est pas neutre. Hein. Alors, par exemple, implicitement, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Par exemple, implicitement, bon, j'ai mis une première question, pas trop difficile, bon, dont la réponse va venir sûrement facilement. Bon, mine de rien, je vais créer un contexte favorable de confort psychologiquement pour l'élève. Alors que si je démarre par une question, par exemple, beaucoup plus exigeante, qui, en plus, malencontreusement, le met encore plus en difficulté que je l'imaginais, ben, la suite, elle est moins heureuse. Hein. Oui. Donc, c'est prendre conscience de toutes ces choses-là, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a un travail de préparation et puis il y a un travail d'entraînement. Hein, il y a un travail d'entraînement. J'aurais tendance à dire, alors dans la vie personnelle ou professionnelle, tout est matière, à un moment donné, quand on veut progresser, tout est matière à entraînement. Il n'y a pas besoin de faire des exercices à part, mais ne serait-ce que d'avoir un dîner un soir en tête-à-tête avec quelqu'un, un ami, sa femme, son compagnon ou quoi que ce soit, bon, quelque part, on peut se dire, bon, bah, tiens, comment ça tourne la conversation comment Donc ça... les, et ça tourne par des questions. donc les terrains de jeu sont multiples, variés Oui, et pratiquement infinis finalement. ouais, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, il y a les littératures aussi qu'on laisse trop de côté. Dans la littérature, par exemple, pas dans tous les romans, mais la part des dialogues est très importante dans la littérature. Très, très, très importante. Il y a des séquences assez extraordinaires sur une page ou deux, parfois, de romans dans lesquels, véritablement, c'est une vraie école de questionnement. Et justement, on voit à la fois les dangers, les risques, la valeur ajoutée, l'intérêt du questionnement dans le dialogue. C'est passionnant. Hein. Merci. Et justement, parmi les lecteurs de la newsletter, il y a pas mal de managers, donc des personnes qui sont responsables de la stratégie de l'organisation, de la vision aussi, et dont un des enjeux est aussi de créer une vision partagée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment on pourrait développer son questionnement au service d'une vision partagée au sein d'une organisation, par exemple? Bien, alors c'est vrai que le domaine du management et le domaine de la stratégie sont des domaines par prédilection où le questionnement tient une place importante. Pourquoi Parce que dans le domaine du management, moi je vois deux choses. D'abord, c'est donner du sens, très important, et ensuite, anticiper. Donc, dès l'instant qu'on cherche à donner du sens, on va forcément se poser des questions. Hein, et dès l'instant qu'on cherche à anticiper, bah, par définition, anticiper, c'est tenter de réduire l'incertitude et donc forcément s'interroger. Interroger et s'interroger. Donc, tout ce qui est, ce qu'on relève du management, de la vision, comme vous disiez tout à l'heure, et de la stratégie, est un formidable terrain d'entraînement, de prise de conscience, effectivement, du questionnement. Donc, en matière de stratégie, par exemple, je citerai un très beau livre là, du général Desportes et de Christine Cardellan, la journaliste, Viser le sommet, dans lequel il y a de très, très beaux passages, justement, sur ce travail d'anticipation par le questionnement pour réfléchir en stratège. En gros, ça donne à peu près des questions de cet ordre-là. La première, c'est la question du sens, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est que cherche-t-on, qu'est-ce qu'on veut et au nom de quoi on veut quelque chose, qui sont des questions fondamentales de point de départ de tout, quand on a une réflexion de manager. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut obtenir et au nom de quoi on veut ça. C'est vraiment, je dirais, les premières briques d'un raisonnement stratégique en termes de questionnement. Ensuite, il conseille la voie paradoxale qui consiste à dire qu'est-ce que je ne vais pas faire, qu'est-ce que je ne voudrais pas qu'il se produise. Très important aussi ça. Très, très, très important cette dimension de quoi je m'écarte. Et puis, l'amorce de l'action. Alors, c'est là aussi parfois que dans l'entreprise, on pêche un peu en termes de stratégie, parce qu'à un moment donné, la stratégie, c'est aussi le passage de la réflexion à l'action. Donc, quand on doit décider, quand on passe à l'action, comment on répond aux premières résistances ou aux premières difficultés, et quelles sont les solutions de repli. C'est les 4 clés, et toujours encore une fois, en termes de questions, les 4 clés d'une réflexion stratégique. Hein. Qu'est-ce qu'on doit décider? La notion du quand est très importante. Hein. Quand on doit décider, quand on pense à l'action,
comment on répond à la première résistance éventuellement qu'on rencontre et éventuellement quelle solution de repli on peut avoir. Et d'avoir toujours comme fil rouge, qu'est-ce qui est prioritaire, hein, qu'est-ce qui est prioritaire. Alors Donc ça, c'est justement, vraiment des réflexions, c'est vraiment un travail de stratégie. Vraiment alors, ça peut se faire normalement en groupe, hein, dans un état-major, entre des personnes, etc. Mais on peut ramener ça à la table familiale dans la vie de tous les jours. Hein, le terme de stratégie, sans le galvauder, si on est en train de réfléchir, par exemple, est-ce qu'on va déménager, on va aller s'installer à 300 km, on va changer de mode de vie, etc., c'est quasiment stratégique tout ça. Hein. Ça a du sens et il faut anticiper. oui, vous êtes assez critique sur la manière dont les questions sont posées par certains managers. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que je suis pas gentil sur ce truc-là parce que on a donné en tant que formateur, et beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs le savent, on a beaucoup donné ces dernières années dans la montée en puissance des pratiques d'évaluation, que je ne conteste pas du tout, qu'il y ait l'idée à un moment donné de tirer un bilan, de tirer des enseignements pour faire progresser. Bon, il n'y a pas d'amélioration possible sans évaluation. Donc, je ne conteste en quoi que ce soit, bien sûr, la pratique de l'évaluation. Sauf que la question de la manière dont elle est administrée, quand même, me paraît fondamentale. Et c'est vrai que il y a eu des dérives dans les entretiens d'évaluation. Alors, celles que j'aime bien dénoncer, c'est celles qui sont fondées sur des formulaires stéréotypés avec des questions bateaux de type choix multiple ou fermé, parce que c'est beaucoup plus facile à exploiter et facile par l'informatique en particulier à noter. Donc ça c'est des pinceaux. Ça n'a pas de raison d'être. Hein. Bon, en revanche, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont construit des formulaires stéréotypés où, comme un perroquet, l'évaluateur répète les questions qui sont écrites sur le formulaire. Mais on m'a dit aussi, c'est parce que si on laisse les managers conduire le dialogue, ils vont faire des bêtises, ça part dans tous les sens, ils ne maîtrisent pas bien le questionnement, donc on les a mis sur des rails. En gros, c'est ça. Hein. Alors, c'est vrai que si on n'est pas sur des rails, si on n'a pas un formulaire stéréotypé avec des questions préparées, du coup, tout repose vraiment sur ce qu'on évoque depuis qu'on cause ensemble là, c'est notre qualité, la qualité de notre questionnement. Hein, la qualité de notre questionnement. Et malheureusement, dès l'instant qu'on laisse les gens libres comme ça, et c'est là qu'ils pêchent sur la question du solfège du questionnement, par exemple, ils donnent dans des registres de questions à risque. Par exemple, les questions projectives. Le poison absolu dans l'entretien d'évaluation, c'est la question accusatrice. Hein, le fameux « pourquoi tu n'as pas hein, ?» Pourquoi tu n'as pas prévenu ton client? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais être en retard sur ce projet? Pourquoi il n'y a pas eu assez de gens qui se sont intéressés à telle chose? Pourquoi les clients n'ont pas été prévenus qu'eux, etc. C'est-à-dire un pourquoi accusateur de A à Z qui met l'interlocuteur sur la défensive. C'est redoutable, ça. Je conseille aux gens de lire l'extraordinaire livre de Philippe Hunman qui s'appelle « Pourquoi hein, ?» c'est 240 pages consacrées à la question « Pourquoi ?» c'est-à-dire tous les bonheurs et les malheurs de la question « Pourquoi ?» Dans la mentalité française, la culture française, le « pourquoi » a ces dimensions très accusatrices. Pourquoi? Parce que justement, dans un maximum de cas, le « pourquoi » est dans la tournure négative. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Pourquoi tu n'as pas fini tes devoirs? Pourquoi tu n'as pas été voir un tel? Pourquoi tu n'as pas alerté que, etc. Pourquoi tu n'as pas? Pourquoi il n'y a pas? Alors, ça vient de l'éducation, ça, c'est redoutable, c'est très ancien. On ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai vu on a observé des entretiens d'évaluation pour travailler avec les gens, justement, et on a vu des managers flasher à 80% de questions sur le mode pourquoi tu n'as pas, pourquoi il n'y a pas, pourquoi tu ne peux pas, pourquoi tu n'as pas fait. Bon, c'est terrible. Quand il sort de l'entretien, au bout de 20 minutes, le cadre ou le salarié, il a la tête qui tourne un peu dans tous les sens. Il s'est pris 80% de pourquoi t'as pas. C'est terrible. Il prend l'ascenseur, il rentre chez lui, il rentre à la maison. Sa femme lui dit « Pourquoi tu m'as pas dit que tu seras en retard ?» C'est la journée, quoi. C'est de A à Z. Je suis harcelé par des pourquoi t'as pas, pourquoi tu sais pas, pourquoi il n'y a pas. Donc là, c'est comme quelqu'un qui ferait du solfège, do, ré, mi, sol, et puis qui ferait do, 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 do en permanence. Pas de variété du questionnement, obstination dans un registre,
mise sur la défensive de l'interlocuteur. Enfin, on a tout pour plaire, là, hein. Donc là, il y a vraiment un manque de maîtrise du questionnement, il y a un problème de prise de conscience du questionnement. Et alors, c'est là qu'il faut se former, hein, c'est là qu'il faut se former sur le solfège du questionnement, lire des choses comme une manne. Il y a des très beaux travaux intéressants de Frédéric Fallis sur la questiologie, qui montrent bien, à travers nos manières de questionner combien on a des chances ou pas d'accéder à la réalité de l'autre. Parce que c'est bien ça qu'il faut travailler, c'est la réalité de l'autre. Qu'est-ce qu'il a à dire, hein? C'est-à-dire être centré sur l'autre. Alors, c'est là qu'on rejoint aussi les pratiques d'écoute active, de l'empathie. Est-ce que je suis centré sur moi? Quand je dis à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas prévenu ton client? C'est à partir de moi que je dis ça. Si je dis, bon, avec ce client, qu'est-ce qui s'est passé? Ça change tout. Avec ce client, qu'est-ce qui s'est passé cette année? La carte est ouverte, hein, la carte est ouverte. C'est comme le médecin qui dit à son patient, pourquoi vous n'avez pas pris vos comprimés tous les jours? Bon, voilà. Bon, alors j'ai oublié, je ne sais pas quoi, etc. Cette dimension culpabilisante du questionnement est très embêtante. D'accord. Et donc, parmi nos lecteurs, il y a également des responsables des ressources humaines qui sont également amenés à recruter. Certains ont même le titre de recruteur en tant que tel. Alors, justement, vous mentionnez également pas mal d'erreurs ou de choses qui sont commises, entre guillemets, dans les épreuves de recrutement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, écoutez, je vais assumer de rester dans cette position critique parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, hein. C'est ce que je dis aux participants dans nos formations. Vous venez travailler sur le questionnement, bravo, c'est bien. Vous avez fait pratiquement la première étape, peut-être même dans certains cas, j'ose dire 50% du chemin, parce que vous en êtes conscient, parce que vous avez pris conscience. C'est 50% du chemin. Bon, après, c'est de la technique. Après, c'est de la maîtrise. C'est mon fameux solfège, c'est de la technique. Prendre conscience de ça, c'est-à-dire se dire, j'interroge ma manière de questionner et même aller plus loin, ne pas avoir peur. Dans la filiation de la grande philosophe Simone Weil, qui a repris Raphaël Enthoven, Bachelard, etc., c'est oser penser contre soi-même, hein, oser penser contre soi-même. C'est ça que ça veut dire, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, oser penser contre soi-même? Dans un entretien, par exemple, de recrutement, le poison que je pointerai du doigt, c'est moins, là, ce n'est pas le domaine de la question culpabilisante, du pourquoi culpabilisant, comme dans le, c'est pas ça. Le danger, là, c'est la projection, c'est-à-dire mettre la réponse dans la question. Oh là 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 là, hein. Ça donne, alors heureusement qu'on a, en tout cas moi je suis assez adepte de l'utilisation de la vidéo dans la formation pour que les gens réécoutent, se voient, tout ça, etc. Heureusement qu'on l'a avec certaines populations. Alors, il pourrait être très gentil, peut-être, j'ai généralisé avec tous les DRH, mais qui sont quand même des gens qui ont une certaine personnalité. Bon, c'est pas tous les jours quand même qu'on leur fait des remarques sur leurs pratiques de communication et tout ça. Heureusement qu'on l'a, parce que dire à quelqu'un qui a 10, 15 années de vol en matière d'entretien de recrutement, par exemple, qu'il ne s'est pas posé des questions, c'est pas facile, hein. Bon, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo qui parle. Qu'est-ce qu'il voit, par exemple? Je vais te donner un petit exemple. Tout banal, ordinaire comme ça, dans le feu de l'action d'un entretien, à un moment donné, quelqu'un dit qu'est-ce qui vous a intéressé dans votre précédent job? Le contact avec les clients? Je repasse plusieurs fois la bande et puis je dis qu'est-ce que vous en pensez là? Comment vous sentez les choses? Bah, il me dit bah quoi, c'est clair, non? Je parle français. Voilà, je lui dis qu'est-ce qui vous a intéressé dans votre précédent job? Le contact avec les clients? Et là, il a le déclic à un moment donné. Parce que là, je leur dis, c'est comme si tu posais la fameuse question, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? La réponse est dans la question. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans votre précédent job? Le contact avec les clients? Pourquoi? Parce que le contact avec les clients, il est écrit dans son job description à lui, donc il part de lui et il cherche à vérifier sur l'autre qu'est-ce qui se passe en face. Tout aurait changé s'il avait posé la question, qu'est-ce qui vous a intéressé dans votre précédent job? Là, je n'annonce rien. Et l'interlocuteur, par exemple, aurait pu me répondre, évidemment, de lui-même peut-être, par justement le contact avec les clients. Mais il aurait aussi pu me répondre,
Moi, ce qui m'a intéressé, franchement, pendant 2 ans, c'est le travail en équipe, c'est bosser avec des experts, etc. Bon, 6 mois dans mon job description, prioritairement, c'est de travailler avec les clients. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire, mais ça veut dire que ce n'est pas ça qu'il est. Voilà, on induit. C'est le poison absolu dans l'entretien de recrutement, c'est d'induire. Mais Roger se le disait, ça. On ne va pas culpabiliser les gens qui posent des questions suggestives. Disait-il, ça m'arrive d'en poser, je le sais. C'est humain, ça m'arrive d'en poser, de partir à partir de soi. Mais c'est là-dessus qu'il faut lutter. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est là-dessus. Alors là, il y a un autre courant de pensée qui est très intéressant. Alors, il faut faire attention parce qu'il vient de la thérapie. Il y a des gens qui le connaissent bien. C'est le courant de pensée du néo-zélandais David Grove sur le clean language. Tout le courant du clean language. Grove s'était obsédé de l'idée qu'il faut que la part du thérapeute et des références du thérapeute soit la plus infime possible pour laisser l'autre s'exprimer dans sa dimension. Donc, il est reparti un petit peu des méthodes de Carl Rogers, des questions miroirs, etc., pour arriver avec vraiment une obsession folle chez lui de se dire comment je peux faire parler quelqu'un uniquement en jouant un rôle de catalyseur, en quelque sorte, que moi j'induis le moins possible, le moins possible. Donc, on retrouve des techniques là qui s'enseignent, qui sont intéressantes, qui viennent de la thérapie, qui consistent effectivement à reprendre les mots de l'autre, reprendre les mots de l'autre. Et par exemple, quand quelqu'un dit on a eu pas mal de retard dans ce projet, et ce retard dans ce projet, c'est quoi pour toi ce retard? C'est quoi pour toi ce retard? Je laisse en l'état la réalité, je dis rien par rapport à ça. Si par exemple je dis, et ce retard, ça vous a gêné, vous avez été embêté avec, ça y est, patatras. Là, j'induis des choses. Donc, on arrive, c'est un bon repère. Bon, les travaux du clean language, c'est pas facile, il faut s'entraîner. C'est comment je peux être le moins impactant possible quand je pose mes questions. Et dans l'entretien de recrutement, c'est capital. Moi, j'avais constaté, par exemple, j'enseigne à HEC dans les cours avec les jeunes créateurs de start-up que l'on a pendant 1 an, souvent, ils me parlaient comme ça en disant les déboires qu'ils ont dans les recrutements qu'ils font. Des déboires pas croyables, ils se disent, j'ai du mal, tout ça, ça va pas. J'en ai recruté un, l'entretien de recrutement, je l'avais trouvé bien, et puis 3 mois après, patatras, on divorce, ça va pas, on s'entend plus, etc. Je me disais, ils sont malades, qu'est-ce qui leur arrive? C'est curieux, à forte dose comme ça. Ce que j'ai découvert, ils sont tellement imprégnés de leur projet, ces jeunes créateurs de ça. Ils sont tellement imprégnés des choses qu'ils veulent, qu'ils conduisent l'entretien en soumettant leur interlocuteur à leur propre vision des choses. Et qu'est-ce qu'il fait celui qui est en face? Il tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui, après les travaux de Kahneman, les biais de confirmation. Ils disent pareil. Ils disent pareil. Si je vous dis, par exemple, bon, est-ce que entrer dans une société qui a une croissance considérable, on est passé de 30 à 60, est-ce que c'est un truc qui vous plaît? Et l'autre, il dit, ah ouais, super, évidemment. Il ne va pas dire non. Il se dit, si je dis non, je suis foutu. Si je dis non, je suis foutu. Donc, ils vont chercher des oui. Ils vont chercher des oui partout, comme ça. Ils vont chercher des oui. Et à l'arrivée, à la fin de l'entretien, ils disent banco, c'est bon. Là, je tiens un garçon, une fille, super. Et puis 3 mois après, la réalité, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc, c'est triste parce que ça, attention, ça fait 2 perdants. Ça fait 2 perdants. Ça fait un perdant du côté du patron de la startup qui a fait un recrutement qui n'a pas marché. Puis ça fait un perdant de l'autre côté de la personne qui, elle, a été victime de ces fameux biais de confirmation qui font que c'est la tendance à dire oui, la tendance à dire comme l'autre, tout simplement. Par exemple, ils disent assez volontiers, quelqu'un qui dit non dans l'entretien de recrutement, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Il dit non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, je pourrais plutôt faire ça, etc. Ça me fait peur. Donc voilà, ça fait partie. Donc il y a tout un tas de travaux aujourd'hui disponibles, il y a tout un tas de formations qui permettent d'ouvrir l'esprit là-dessus. Et vraiment, je reviens toujours à cette idée-là, d'interroger notre manière de questionner. Ce qui a eu aussi pas mal le vent en poupe, notamment avec les travaux de Google, etc., c'est les questions pièges.
Est-ce que pour vous, les questions pièges peuvent être utilisées en recrutement et si oui, c'est quoi une bonne question piège en fait? Oui, c'est une de. Dans la typologie des 6 familles de questions que je propose, la question piège, je l'ai mis en dernier d'ailleurs, en disant que la question piège, elle est dans le registre de l'antagonisme, elle est une mise à l'épreuve, elle peut être très contre-productive, et il faut prendre quand même de grandes précautions par rapport à elle. C'est pas par hasard qu'on la retrouve dans certains scénarios d'enquête policière, au tribunal, etc., où on cherche à mettre à l'épreuve l'interlocuteur. Hein. Le terme qu'on utilise d'ailleurs, et je le comprends, hein, dans un univers par exemple comme l'univers judiciaire, on cherche à confondre quelqu'un. Confondre quelqu'un. Quand il y a de la mauvaise foi, quand il y a du doute, etc., par le questionnement piège, j'amène quelqu'un à un moment donné, en étant un peu trivial, à lâcher le morceau. À lâcher le morceau. Alors, ça existe dans les relations professionnelles aussi. Enfin, des commerciaux nous le disent, des managers nous le disent. Bon, là, je sais que j'ai un interlocuteur qui me raconte des carabistouilles, qui me ment. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai. Il amplifie, il exagère, il généralise, il fait des procès d'intention, il attribue, etc. Et là, tu te dis, il faut que je change d'outil, quoi. Mes bonnes questions ouvertes, mon bon travail de questionnement miroir, en relais, etc. Bon, franchement, là, il s'en sert, ça marche pas. Et il faut que je vienne dans ce registre assez redoutable, assez incisif, j'aurais tendance à dire un peu comme des instruments chirurgicaux, là, pour aller chercher effectivement quelque chose, hein, aller chercher une certaine réalité. Donc, bon, bah, par exemple, si je dis à quelqu'un, bon, bah, je vois que vous avez changé de job 3 fois en 5 ans, est-ce que vous faites preuve d'instabilité? Il la ressent forcément comme, dans sa tête, difficile. Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je réponds? Si je lui dis oui, bah, effectivement, c'est avéré 3 fois en 5 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Si je dis non, pas du tout, c'était volontaire, etc., il faut que je me justifie, il faut que je m'explique, etc. Donc, je sens que je suis mis sur une zone instable. Hein, sur une zone instable, fragile. Je suis fragilisé. C'est ça le questionnement piège. C'est cette idée-là. Bon, il y a des questions bateau. Alors aujourd'hui, le truc est un peu éventé parce qu'il y a eu des livres ou il y a eu des publications ou des articles qui font des recensements des questions pièges qu'on m'a posées dans l'entretien. Bon, quel est votre principal défaut, par exemple? Bon, voilà. Euh, bon, est-ce qu'il faut toujours obéir à la hiérarchie? Et puis, je peux même l'amplifier encore en disant quand il vous donne des ordres qui sont injustes. Bon, là, on peut aggraver encore, on peut mettre en difficulté encore un peu plus. Hein. Voilà. Est-ce que vous acceptez les critiques? Donc, ce sont des questions qui jaugent, qui testent, qui mettent à l'épreuve et dont certaines personnes se sortent très mal, hein, très très mal, s'embrouillent, perdent leur repère, s'embrouillent. Et c'est là que la dimension émotionnelle reprend le dessus. Hein, reprend le dessus. On voit des intervieweurs, des journalistes, par exemple, pratiquer dans ce domaine-là. Dans le domaine du journalisme, ils appellent ça les questions chez électriques. On envoie de l'électricité, quoi. Hein. Bon, il y a quelques animateurs connus qui, dans la grande tradition, il y a une vingtaine d'années en France, par exemple, Jean-Pierre Elkabbach était réputé pour être redoutable questionneur. Bon, plus récemment, sur RMC, on a eu Bourdin, par exemple, qui a fait un fonds de commerce des questions pièges, un vrai fonds de commerce des questions pièges. Hein. Et quand il sent que l'interlocuteur est en difficulté, il insiste en plus. Donc là, il y a une dimension presque de perversité quelque part. Je vais même mettre mal à l'aise quand il dit à l'ancienne ministre du Travail, Mme El Khomri, combien de fois peut-on renouveler un CDD? Elle est ministre du Travail. Normalement, elle doit savoir. Hein. Bon, bah, elle vient d'arriver, elle n'a pas l'habitude des plateaux de télévision, il y a un peu de pression émotionnelle, on la voit rougir même sous le fond de teint, elle n'est pas bien, elle sait dans sa tête que ça a changé il n'y a pas longtemps, mais elle ne se rappelle plus dans quel sens, si c'est 3 fois ou 2 fois. Donc, elle vit le syndrome de l'école à l'estrade. J'ai peur de me tromper. Donc, je dis des bêtises. Donc, je fais des réponses vaseuses, tout ça, etc. Et il lui pose 7 fois la question. Et il l'achève à la 7e en lui disant 2 fois, Madame El Khomri. C'est un supplice. C'est un supplice, véritablement. C'est mettre en difficulté. Hein. C'est faire tomber. Bon, on a vu ça sur les questions de délit d'ignorance aussi. Hein.
candidat à la présidentielle, il y a combien de sous-marins nucléaires dans l'armée française? Quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, normalement, il devrait le savoir. Et c'est terrible. Et s'il ne le sait pas, la question de l'ignorance, ça met en cause la crédibilité de la personne. Donc, c'est ça la question piège. Hein. Ça va chercher des problèmes de crédibilité. C'est dur, c'est vécu durement. Je crois que c'est Malraux qui disait, André Malraux qui disait, les questions peuvent être des règlements. C'est-à-dire que, autant moi, travailler sur le questionnement, c'est une puissance, on l'a dit, c'est un soft skills tout à l'heure. Attention, ça peut être aussi un objet dangereux, une arme dangereuse. Hein. Attention. Alors justement, si c'est une arme dangereuse, autant apprendre à nos enfants du plus jeune âge à apprendre justement à manier le questionnement. Parmi nos lecteurs, il y a aussi pas mal d'enseignants. Quels sont finalement les conseils qu'on pourrait donner justement à ces enseignants pour développer chez nos élèves le questionnement et davantage d'esprit critique aussi peut-être, hein? Oui, alors je crois vraiment au niveau des enseignants pour travailler aussi un petit peu là-dessus et en avoir parfois dans les séminaires avec nous, d'ailleurs, qui viennent se former, des enseignants, avec les gosses, c'est mettre la question dans la classe. C'est-à-dire, traditionnellement, qu'est-ce qu'on dit en général? L'école nous a plus appris à répondre à des questions qu'à les poser. Bon, sur le papier, on ne va pas remettre ça en cause. C'est normal, c'est le rôle du maître de poser des questions, bien sûr. Mais pas que. C'est-à-dire, en fait, c'est un partage. La victoire est remportée quand ce sont les élèves qui posent des questions. Ce sont les élèves qui posent des questions. C'est-à-dire qu'il y a un partage des rôles. Ce n'est pas que le maître qui questionne. Donc, lui, le maître, il faut qu'il travaille et qu'il questionne sa manière de questionner. Ça, c'est clair. Enrichir aussi son bagage, maîtriser le solfège du questionnement, bien prendre conscience de la différence entre une question ouverte, une question suggestive, une question fermée, etc. Ça, c'est son affaire à lui. Le dosage du questionnement qu'il va pratiquer, c'est son affaire à lui. Mais lui, il a une autre priorité, c'est d'inciter les élèves à poser des questions. C'est-à-dire d'amener le questionnement dans la classe. Et moi, les 3 années que j'ai fait en lycée, en terminale, par exemple, la plus grosse satisfaction que j'ai eue entre la première et la 3e année, c'est que la première année, j'avais peut-être 5 à 10% maximum du temps posé par les élèves pour les questions, qui est passé à 30 ou 40% du temps d'élèves posant des questions. Quand on sent que ce qu'on dit déclenche des questions, la bataille est gagnée. La bataille est gagnée. Et c'est ça dans l'école qui est fondamental. Moi, je vois dans la vie des entreprises, des managers, dans des séminaires, bon, il y a un petit peu moins maintenant, mais on a fait beaucoup de séminaires sur la conduite de réunion, par exemple, l'animation de groupe, la conduite de réunion. Enfin, des gens qui te disent, par exemple, mais moi, dans les réunions, les gens, ils ne posent jamais de questions. Ah, c'est pas qu'ils ne parlent pas. Ils parlent, mais pas pour poser des questions. Ils disent des choses. Ils disent des choses. Ils témoignent, ils disent ça, ils sont pas d'accord, ils disent ça, machin, tout ça, ils surenchérissent sur un autre, mais ils ne posent pas de questions. C'est complètement inquiétant. C'est complètement inquiétant. Donc, c'est là qu'il faut se dire, dans ma manière d'animer, dans ma façon de m'y prendre, est-ce que j'inspire ou j'induis le fait de questionner? Bon, avec des petits gosses, on a fait des tests là-dessus. Hein. Il suffit de projeter une photo, par exemple, et de dire à des gosses, c'est un exercice normal, de la commenter, par exemple. Ça, OK. Mais il y a un autre exercice à faire, c'est interroger la photo. Et encore une fois, je ne hiérarchise pas les 2 exercices. Le premier a sa raison d'être aussi. Commenter la photo, ça a parfaitement sa raison d'être. OK. Mais interroger la photo, c'est un autre exercice. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas forcément les mêmes qui vont être intervenants, qu'il y en a certains qui vont être beaucoup plus habiles, beaucoup plus enclins à poser des questions, par exemple, que ceux qui étaient justement très à l'aise pour faire des commentaires, par exemple. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut enclencher. C'est le réflexe du questionnement qu'il faut enclencher. C'est ce réflexe-là. Et alors, évidemment, c'est tôt, c'est dès l'école. Normalement, Rogers le soulignait souvent en disant l'empathie, le questionnement, il est chez le petit gosse hein, dans les 5 premières années. Il est là. Hein. Il pose des questions, des comment, des pourquoi, des machins, etc. Les adultes sont un peu dans la difficulté, d'ailleurs. Et après, on a l'impression que ça se perd. C'est grave. C'est grave. Après, ça se perd. Alors que, originellement, il y a
Je pense que le moteur, c'est la curiosité chez le petit gosse. Je pense que c'est ça. Hein. Curiosité et puis aussi se rassurer. Très important, là, toujours le rapport à l'anxiété. Quand il pose des questions, c'est pour se rassurer souvent. C'est très structurellement humain. C'est ou pour savoir ou pour se rassurer. Un mélange des deux. Savoir et se rassurer. Bon, puis après, ça a l'air un peu de disparaître, ou de s'étioler, ou c'est pas forcément très heureux. C'est, par exemple, moi, j'avais senti, j'ai fait 2 années de terminale, puis j'ai fait un petit peu de, c'était mélangé à l'époque collège et lycée. En 6e, quand on, notamment dans des matières comme l'histoire, géographie, les gosses de 10 ans, ils posent des questions. Ils sont encore dans le questionnement. Ils sont encore dans le questionnement parce qu'ils veulent savoir. Après, c'est plus compliqué. Et justement, bon. Si vous aviez une baguette magique. Les enseignants ont une carte à jouer, une maîtresse en matière de questionnement. Ça, alors là, c'est clair. C'est clair. Et si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour développer l'art du questionnement dans le monde de la formation et de l'enseignement? Si j'avais une baguette magique, je ferais comme, vous savez, ça, tout le monde sait aujourd'hui que c'est la mode de faire des concours d'éloquence. Hein. Il n'y a pas un lycée qui n'a pas son concours d'éloquence, il n'y a pas une grande école qui n'a pas son concours d'éloquence, de prise de parole, oratoire, tout ça, etc. Tant mieux, j'ai rien contre, bravo, c'est bien. Il faut travailler sur l'expression. Il faut libérer l'expression et on peut faire des belles choses là-dessus. Donc, il y a des concours d'éloquence auxquels des gens s'inscrivent, tout ça, autant dans les entreprises d'ailleurs, hein, que dans les lycées, et ça se développe de plus en plus et c'est très bien. Moi, la baguette magique, c'est de faire des concours de questionnement. Des concours de questions. Pareil, de la même manière, sous forme de concours, tout simplement, hein, de manière à s'habituer à interroger, s'habituer à questionner. Il y a la rhétorique, puis il y a le questionnement à côté. Cette puissance du questionnement, c'est l'art du questionnement. Moi, j'ai déjà fait des petits tests avec ça parfois quand on fait des jeux de rôle dans les séminaires. Bon, les gens, on fait une petite séquence, on enregistre une petite séquence de dialogue de 3-4 minutes, par exemple. Quand tu as un questionnement qui est bien mené, mais les gens, ils applaudissent à l'arrivée. Comme pour un concours d'éloquence, c'est super, quoi. Ils ont super bien mené leur barque avec 7, 8 ou 10 questions qui permettent véritablement de faire que la personne s'exprime et se libère. En partant de choses assez anodines. Qu'est-ce qu'on arrive à… Je dis que le questionnement, au sens un petit peu de Lévi-Strauss, c'est tricoter la relation dans la vie, c'est ça. Quelqu'un me dit, par exemple, il y a un jeu auquel j'aime bien jouer, mais il y en a plein comme ça, quelqu'un dit, par exemple, j'adore la vanille. J'adore la vanille. 7, 8, 10 questions, ça donne quelque chose d'extraordinaire. C'est totalement improvisé. C'est un exercice tout simple, etc., qui permet de voir comment quelqu'un détricote, tire sur le fil à partir d'un énoncé qui est « j'adore la vanille ». On va retrouver des trucs d'enfance, tout ça. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il y a autant de mérite à applaudir, effectivement, une très belle qualité de questionnement, une puissance, effectivement, de la maïotique, hein, que d'applaudir un très beau discours. Et encore une fois, pour moi, l'un n'est pas contre l'autre. On a besoin des deux dans la vie. Personnellement, je travaille sur les deux registres. Vous disiez tout à l'heure, je travaille beaucoup sur la persuasion, l'argumentation, etc. Ça, c'est le registre rhétorique, hein, de l'art oratoire. Bon, on en a besoin pour faire valoir ses idées de ce volet-là. Mais il y a l'autre aussi qui consiste à jeter une passerelle vers l'autre et à créer de l'interaction, ce qui est aussi une manière de retrouver, je trouve que le terme a été un petit peu galvaudé ces dernières années, l'art de la conversation. Hein, l'art de la conversation. Et parce que dans l'art de la conversation, il y a logé dedans la qualité des questions, le déclic des questions, la puissance des questions, etc. quoi. Mais ça passe un petit peu inaperçu. C'est ça qui est amusant quand, par exemple, moi je soumets les gens souvent à des petites séquences comme ça, une interview journalistique, par exemple. Bon, on peut en choisir des dont on sait qu'elles sont très bonnes. Et les gens les regardent et ils disent « Ouais, c'était intéressant. J'ai appris plein de choses. » Et j'ai pas vu, c'est un critère, je n'ai pas vu le temps passer. Une interview qui a duré un quart d'heure, par exemple, super. Bon, quand on décortique, on s'aperçoit que le journaliste maîtrise très, très bien le questionnement. Et c'est toujours un mélange de qualité d'écoute, c'est un mélange de solfège de questionnement, c'est un mélange d'empathie, d'approche à l'autre. Et c'est magnifique ce qu'on a découvert en un quart d'heure.
C'est du talent. C'est du talent. C'est une espèce de rôle de catalyseur un peu qui consiste à... Il y a un réflexe des gens qui, à la limite, c'est de dire, quand quelqu'un a été interrogé comme ça, j'ai rencontré une personne, j'ai l'impression que j'étais pas si intelligent que ça, parce que finalement, il m'a emmené assez loin, j'ai dit des choses que j'aurais pas dit tout seul. Donc, on retrouve l'origine de la maïotique, hein, de Socrate. On retrouve ça à l'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une pensée un peu confuse, qui n'est pas très à l'aise, etc., parce que quelqu'un sait très bien utiliser le questionnement, à l'arrivée, finalement, il s'en sort bien. Il s'en sort très content de s'être exprimé. Alors, avant de conclure cette interview, une petite question qui est aussi en lien avec la spécialisation que vous donnez dans le cadre de BMO, de l'approche modus operandi. Dans cette approche, on développe évidemment au centre l'esprit critique. Justement, le questionnement est un outil au service de l'esprit critique et à l'heure de ChatGPT, de tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que vous auriez des exemples de questions qui permettent de muscler finalement son esprit critique, de développer cet esprit critique? Oui, alors là, je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le cadre de la spécialisation BMO, on travaille vraiment sur les 3 aspects que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, un travail de prise de conscience où le questionnement est lié à l'écoute. Ça, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, il ne peut pas avancer sur le questionnement. C'est comme la musique, c'est comme le solfège. Le solfège, ce n'est pas la musique. Mais le solfège, c'est l'outillage qui permet de faire la musique. Après, c'est l'inspiration. Donc, il y a une prise de conscience forte dans la spécialisation BMO sur l'écoute, sur l'empathie, le rapport à l'autre, etc. Ensuite, il y a un très gros travail d'entraînement sous forme de jeu, d'exercice, pour la maîtrise du solfège questionnement. Pour la maîtrise, par exemple, la découverte parfois que font certaines personnes sur les 2 types de questions, les questions relais, les questions miroirs, qui sont les clés du dialogue. On les a pas inventées, les gens le font sans le savoir parfois, mais ça va mieux en le sachant quand même ce que je fais, que j'ai une meilleure conscience des choses. Quand quelqu'un dit, par exemple, le nouveau logiciel qu'on a mis en place, franchement, c'est pas pratique. Bon, tentez ça dans la vie de tous les jours, autour de vous. Lancez cette phrase-là. Dans le nouveau logiciel qu'on a mis en place, franchement, c'est pas pratique. Qu'est-ce qu'on a comme chance de déclencher comme réponse? Une réponse, par exemple, du genre, mais si c'est pratique, regarde ta collègue, elle s'en sert depuis un mois, ça marche très bien. Mais quand je réponds ça, je fais preuve de tout sauf d'empathie. Alors que la réponse, elle est pas bête, elle n'est pas inintelligente. En plus, elle est peut-être juste. Que ma collègue s'en serve depuis un mois, c'est certainement juste. Mais pour celui qui a dit le nouveau logiciel qu'on a mis en place en pratique, c'est pas du tout la réponse. C'est pas lui, ça. C'est pas son expérience à lui, ça. Donc, je le frustre, là. C'est terrible, ça. Je le frustre, ça. Et d'ailleurs, ça va déclencher de sa part une surenchère en général. Mais non, c'est pas pratique. Je te dis que moi, je peux pas m'en servir pour faire ça. Donc, j'ai tout faux quand je dis ça. J'ai tout faux. Et c'est ça dans la spécialisation BMO, c'est ça qu'on met en évidence à travers des jeux, à travers des sketchs, etc. C'est tout ce que nous ratons à cause d'un dysfonctionnement de l'empathie et d'un dysfonctionnement des questions qui vont avec. C'est ça qu'on met véritablement en évidence. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours aussi, hein, pareil. On n'a pas spontanément le réflexe de questionner. Par exemple, le traitement d'objection dans l'univers commercial, en général, on dit que c'est le questionnement qui est le meilleur moyen de traiter l'objection. Puis dans la vie personnelle, dans la vie familiale, pas mal de zizanie ou de chamaillerie à table sont liés à une mauvaise maîtrise de ces processus-là. Même des relations entre amis. Je donne toujours cet exemple-là dans la vie de tous les jours. On ne sait pas du business, parce qu'il y a des gens parfois qui disent ouais, bon, là, on prend des exemples dans le business, tout ça, etc. De relations amicales, tu arrives chez des amis un samedi soir, bon, il faut bien causer de quelque chose, donc je lance une idée comme ça. Tiens, j'ai été passer une semaine en Auvergne. Mon ami qui m'emmerde dit moi, je vais toujours en Bretagne. Bon, la Bretagne, c'est intéressant, tout ça, etc. Bon, j'écoute son discours sur la Bretagne. C'est intéressant. C'est intéressant. OK. Bon, au passage, dans ma tête, je me dis, bon, l'Auvergne, elle s'en fout. Puis moi, avec, il s'en fout aussi un peu, d'ailleurs, puisque j'ai eu le droit, j'ai été gratifié d'un beau passage sur la Bretagne. Bon, admettons. Sauf que, il aurait pu dire, par exemple,
tiens, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Auvergne? Est-ce que tu y as déjà été plusieurs fois? Connais-tu des gens? Ou ça te rappelle quoi? Un peu comme le clean language de tout à l'heure que j'évoquais. Ça, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il est centré sur qui? Sur lui, pas sur moi. Mais quand j'en lance une deuxième, 2 minutes plus tard, sur le mode, par exemple, tiens, cette année, on a mis des géraniums sur les balcons, lui, il me répond, moi, je mets toujours des hortensias. Là, tu te dis, la soirée va être difficile. Là, la soirée va être difficile. Parce que confirmation qu'il est centré sur lui. Et c'est une relation amicale. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de jeu d'influence, de je ne sais pas quoi, etc. Il n'y a rien de ça. Ce n'est pas mal intentionné de sa part. Mais il est centré sur lui. Il n'est pas centré sur l'autre. Hein. Donc, c'est ça, dans la spécialisation BMO, je crois que c'est faire vivre l'interaction. C'est l'interaction qui compte. Hein. Comment je me centre sur l'interlocuteur, comment je me centre sur son expérience à lui, comment je prends quelque chose de son expérience à lui. Rencontrer quelqu'un qui va régulièrement en Auvergne en vacances, c'est sympa. Moi, je ne connais pas trop l'Auvergne, par exemple. Bon, savoir à quoi ça tient, qu'est-ce qu'il va boire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment il en est arrivé là, pourquoi il continue à le faire. Bon, je ne sais pas, j'ai 4, 5, 6 questions qui me viennent aussitôt parce que c'est passionnant, quoi. Parce que c'est passionnant. Donc, c'est au cœur du développement personnel. Alors, c'est un élément de richesse personnelle, absolument fondamental. Absolument fondamental. Donc, il faut travailler là-dessus, il faut s'entraîner. C'est ce qu'on fait dans la spécialisation BMO, par exemple. Et pour conclure véritablement cette interview, si vous deviez convaincre une personne de l'importance du questionnement, que diriez-vous? De l'importance du questionnement. Oui. Je crois que l'importance du questionnement, elle tient à, j'aurais tendance à dire, je dirais 2 choses. C'est une respiration, c'est respirer et c'est s'inspirer. Et c'est la vie, quoi. Le questionnement, c'est la vie, c'est l'accès à l'autre, c'est respirer, c'est ouvrir. Le questionnement, c'est ouvrir quelque chose, c'est ouvrir une porte, forcément. Si quelqu'un me dit, bon, j'ai été déçu de la réunion de la semaine dernière, si je lui dis déçu, il me dit oui, parce que tu vois, on a encore consacré trop de temps au principal client avec lequel on a des ennuis, puis on a laissé de côté, etc. J'ai déclenché un tsunami de réponses de son expérience à la personne. Comme disait Rogers, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Enfin, c'est ça, quoi. C'est là. Bon, moi, ce qui me passionne là-dedans, et de convaincre quelqu'un, c'est la compréhension. Il est possible de bien s'entendre, de mieux s'entendre. C'est possible. Mais c'est tellement facile de ne pas s'entendre. Tellement facile de déraper. Sans prendre conscience que c'est ma manière de m'y prendre qui contribue à ce qu'on ne s'entende pas. Les gens, trop foncièrement, pensent qu'on n'a pas le même point de vue, donc on ne peut pas s'entendre, etc. Mais quand on arrive à montrer que c'est de la manière dont on s'y prend, ça aggrave, en fait, le fait de ne pas s'entendre. Donc, j'en fais une clé. J'en fais une clé. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et en matière de formation, vous savez que autant on remplit des salles, des cours, des formations, des salles avec des gens qui veulent argumenter, négocier, tout ça, etc. Des gens qui viennent en disant moi, je voudrais me former au questionnement, c'est pas si fréquent que ça. C'est pas si, la prise de conscience n'est pas si fréquente que ça. Je ne cache pas que moi, quand j'ai découvert ça, on a un peu forcé la main aux gens et on les a convaincus dans les séminaires. Ils venaient chercher un surplus d'efficacité en matière de persuasion et d'argumentation. Ils ressortent avec un surplus de « il faut que j'interroge mieux et je questionne mieux ». Entre nous, on peut le dire, comme disait Vazavic, j'ai manipulé, mais j'explique après pourquoi. Hein. Parce qu'ils viennent pas d'eux-mêmes pour améliorer leur questionnement. Ils viennent pas. C'est une fois qu'ils sont dans la marmite là, qu'on voit ça avec eux. Et moi, le premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la première édition du que sais-je, je crois que c'est 1984 que j'ai fait, c'est le premier livre que j'ai fait. Hein. Il en est à sa 11e édition aujourd'hui. Quand je le relis aujourd'hui, la part que je consacrais au questionnement était dérisoire. Dérisoire. Parce que je fonctionnais sur les modèles, sur ce qu'on m'avait enseigné, et puis sur ce que les gens ressentaient. Pour négocier, pour être efficace, il faut être fort en argumentation, il faut convaincre, il faut persuader, et puis l'apanage absolu, c'est montrer qu'on a raison. Hein. Donc, la découverte, là, c'est de dire, oh là là, c'est le travail de questionnement, le travail de consultation, le travail
de découverte. Hein. J'aime bien la métaphore utilisée souvent par les spécialistes des techniques de vente, d'ailleurs, qui est très juste, c'est la phase découverte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La phase découverte. Bon, c'est la phase consultation. On voit en France, par exemple, dans la négociation sociale, le déboire qu'il y a sur la partie consultation. Des gens qui disent on a mal consulté, on n'a pas assez consulté, on s'est précipité, on a été trop vite, on a mis des propositions sur la table, mais avant on n'a pas assez consulté ou on a mal consulté. Hein. Bon, c'est un petit peu l'équivalent, la phase découverte, c'est un petit peu l'équivalent aussi, la consultation de l'entretien médical. Hein. C'est la qualité du questionnement du médecin qui débouche sur la prescription. Il y a un autre métier dans les ressources humaines aussi, vous avez évoqué le recrutement tout à l'heure, il y a un autre métier qui est très exigeant en questionnement, c'est l'audit. C'est toutes les pratiques d'audit. Et pour avoir eu des jeunes auditeurs dans des formations, très souvent d'ailleurs, je vois dans le secteur bancaire, on met souvent des jeunes en début de carrière, bon, ils découvrent le plancher qui se défile sous leurs pieds, hein, c'est très délicat parfois. Débarquer dans le bureau d'un directeur d'agence qui a 50 ans, qui a 20 ans de carrière, etc., il lui a expliqué que le rangement de ses dossiers dans son machin, c'est une fait d'affaires. Il y en a quelques-uns qui se sont fait sortir déjà. Hein. Donc, c'est là qu'il y a un art du questionner parce qu'il y a un contexte de résistance, il y a un contexte de difficulté, il faut oser aborder des sujets difficiles. Il faut oser aborder des sujets difficiles. C'est pas simple parce que je peux déclencher des résistances. Puis une fois que j'ai déclenché des résistances, c'est plus dur, forcément. C'est plus dur. Voilà, donc le questionnement, c'est un point vraiment névralgique, hein, je veux dire comme ça, dans la communication humaine. C'est au cœur de l'interaction, c'est dans l'interaction. C'est faire vivre l'interaction. Donc, moi, c'est ça qui m'a paru et m'est apparu, hein, parce que je n'ai pas eu la révélation en commençant, mais ça m'est apparu progressivement, vraiment comme quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup, en tout cas, Lionel Bélanger. J'espère que cette prise de conscience et le cheminement qui a été le vôtre sera aussi celui de nos lecteurs et des personnes qui regarderont ce support. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour le temps consacré et pour la richesse de cette interview. Merci. Et vos questions étaient très pertinentes. Merci beaucoup. Merci.